Bonjour à tous les trois et bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au second webinaire organisé dans le cadre du mois de la forêt. Pour mémoire, le mois de la forêt, c'est une campagne d'action initiée par Reforestation en 2019 qui met en exergue les bénéfices des forêts. C'est à cette occasion que se déroule la présente conférence en ligne intitulée « Comment agir au quotidien pour limiter la déforestation ». Donc, seront analysés les enjeux liés à la déforestation ainsi que les solutions existantes. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de voir intervenir trois experts du domaine. Premièrement, Alain Carcenti. Bonjour Alain. Merci de prendre le temps d'intervenir à Bonjour. ce webinaire. Le micro était fermé, voilà. Pas de souci. Alors, vous êtes économiste et chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique, donc le CIRAD. Nous recevons également Alessandra Negri. Alessandra, vous êtes responsable marché RSE de l'association Le Commerce du Bois. Bonjour Alessandra. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous. Et enfin, Mathieu Auger-Schwarzenberg. Bonjour Mathieu. Vous êtes, Oui, bonjour. Vous êtes responsable équipe forêt de l'AFD. Merci à tous les trois et merci à tout l'auditoire qui nous écoute en ce mardi. Alain, je vais vous laisser prendre la parole sur les enjeux de la déforestation et de la déforestation importée, si vous le voulez bien. Très bien. Écoutez, voilà donc un graphe qui, d'ailleurs, que je viens de remarquer que sur les surfaces de forêt, il s'agit de surfaces de forêt tropicale parce que la première forêt du monde, c'est effectivement la forêt de la Russie. Mais en termes tropicales, effectivement, on va avoir des grands massifs comme le Brésil, République démocratique du Congo, comme vous le voyez. Alors, le problème, effectivement, c'est que la déforestation, c'est un phénomène qui est ancien, qui s'est accéléré ces dernières années, même s'il semble se tasser un petit peu, en tout cas sur certains continents. On perd toujours environ à peu près 10 millions d'hectares, ce qu'on appelle la déforestation brute, c'est-à-dire le nombre d'arbres les surfaces qui sont effectivement déboisées chaque année, même si une partie de ces surfaces vont être replantées ou vont se régénérer naturellement dans le cadre de l'agriculture d'Abati-Brûlis qu'on a dans certaines régions du monde tropicales. Alors, les tendances sont effectivement plutôt un tassement au niveau global de la déforestation, semble-t-il, mais notamment ces 2-3 dernières années, avec malgré tout une différence entre les continents, avec un accroissement notamment assez important de la déforestation en Afrique, qui devient un peu le continent de la déforestation. Même si la déforestation en Amazonie, qui avait beaucoup baissé, est en train comment dire, de remonter depuis quelques années. Liées notamment au développement de l'élevage et en partie d'autres activités économiques, d'autres cultures pérennes. Alors, il y a des enjeux très importants sur les activités économiques liées aux forêts qui vont être l'industrie du bois, mais également tout ce qui va être les produits forêts non ligneux. On a aussi donc un certain nombre de reboisements qui sont très importants, notamment en Asie. Alors évidemment, le problème, c'est que les reboisements qui sont faits très souvent, la plupart du temps, avec des essences à croissance rapide, qui seront donc ce qu'on appelle des plantations monospécifiques, qui seront peu ou pas du tout diversifiées, donc on est plutôt avec des champs d'arbres. Et donc on aura de ce point de vue beaucoup moins de services et de fonctions, de services écosystémiques qui seront rendus par ces forêts, qui sont ces champs d'arbres, même si il y a tout à fait un intérêt à avoir des eucalyptus, des acacias mangiobles ou des pins pour l'industrie du bois notamment et de la pâte à papier, mais effectivement, on passe d'écosystèmes naturels qui peuvent être plus ou moins perturbés à des écosystèmes artificialisés. Et donc, de ce point de vue, on a des pertes importantes de biodiversité et de services qui posent un certain nombre de problèmes. Voilà. Alors, les pays aujourd'hui qui ont le plus de pertes de forêt, clairement, ça reste le Brésil. Même si, disons, pendant 10 ans, disons de 2005 à 2014, la déforestation a énormément baissé au Brésil, mais elle reprend à des niveaux inférieurs, hein, mais de manière liée notamment à la politique de Bolsonaro, mais pas avant, puisque la déforestation avait recommencé à monter en Amazonie sous le gouvernement de Dilma Rousseff. Et le pays en Afrique, il y a la République démocratique du Congo, qui est effectivement probablement le deuxième massif tropical après l'Amazonie, et où là, on perd plus d'1 million d'hectares par an. Et alors, c'est très intéressant parce que la République démocratique du Congo, la déforestation a beaucoup augmenté ces dernières années. On voit que c'est très, très lié à la démographie.
Et une particularité, c'est que la République démocratique du Congo, disons, n'exporte pratiquement aucun produit agricole. Or, autant on peut associer en partie la déforestation au commerce international dans l'ensemble de pays sur les questions de soja, par exemple, ces questions d'huile de palme en Indonésie, autant on voit bien que c'est un pays qui plutôt importe de l'huile de palme, la République démocratique du Congo, importe pas mal de denrées alimentaires et n'exporte pratiquement pas disons, de produits agricoles. Donc on voit bien que c'est purement la demande intérieure et la croissance démographique qui est le moteur de la déforestation là. Bon, ensuite l'Indonésie, la Bolivie, etc. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors les moteurs, globalement, les moteurs et causes, il faut distinguer deux choses, hein. Il faut distinguer ce qu'on appelle les causes directes, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qui directement cause la déforestation, quelle activité cause la déforestation. Ben là, on va retrouver en premier l'élevage, mais alors l'élevage est complètement associé à un phénomène sud-américain et notamment amazonien, avec de très grands ranchs d'élevage extensif qui vont de ce point de vue être un élément non seulement pour faire effectivement cette activité d'élevage, mais aussi un des éléments qui permet de faire de la spéculation foncière, c'est-à-dire au fond de s'approprier de la terre dans des contextes où les droits de propriété ne sont pas très clairs. Et effectivement, le fait de défricher, de mettre des bœufs, c'est aussi un moyen non seulement d'approvisionner un marché intérieur très important. Bien sûr, il y a des exportations de viande du Brésil, mais le gros de la consommation de viande, elle est pour le marché brésilien lui-même. Donc ça, c'est l'élevage reste dominant au niveau mondial à cause précisément de cette empreinte en Amazonie. Et puis ensuite, vous allez avoir palmier à huile et soja, qui sont deux activités. Palmier à huile, vous allez retrouver ça surtout en Indonésie, en Malaisie, en Asie du Sud-Est, mais ça s'étend. Il y en a au Brésil, il y en a en Afrique. Et puis le soja, qui est aussi une activité typiquement sud-américaine. Et on va retrouver d'autres commodités, finalement d'autres produits, qui sont le cacao, l'EVA. Le cacao, c'est l'Afrique de l'Ouest, hein, Côte d'Ivoire, Ghana, qui sont les deux premiers producteurs mondiaux, et avec une extension assez rapide de cette culture dans d'autres pays comme le Cameroun. L'EVA, le café, bon, etc. Le papier, c'est effectivement, c'est qu'au fond, les plantations d'arbres sont notamment en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie par exemple, sont des vecteurs des causes directes de la déforestation. C'est-à-dire que vous avez des forêts dégradées par une exploitation sélective ou par une agriculture itinérante, et vous avez un déclassement de ces forêts qui pourrait se régénérer, justement parce que ce sont des puissants de puits de carbone et autres, mais qui vont être convertis en plantations monospécifiques d'acacia morgium, par exemple, ou d'eucalyptus. Et donc, pour faire de la pâte à papier, donc finalement, le papier est aussi un moteur de la déforestation. Donc, on peut avec des arbres et avec des plantations, faire de la déforestation. Alors derrière, vous avez ça, c'est les causes directes, mais ce qu'on peut appeler les causes sous-jacentes, hein, ou bon, ce qu'on appelle, qui sont au fond la demande internationale de toute une série de produits. Donc, il y a une demande internationale très importante pour à la fois, alors c'est très lié par exemple au soja. Le soja le tourteau de soja sert à nourrir à peu près les élevages industriels intensifs, que ce soit en Chine, en Europe ou autre. Donc, c'est un moteur très important. L'huile de palme il est utilisé dans des tas de produits industriels, donc de par ses qualités, de par son prix, donc est un des moteurs importants. Et si vous ajoutez le fait que c'est de plus en plus utilisé dans les biocarburants pour faire du biodiesel notamment, eh bien donc cette demande est très forte. Puis vous avez bien sûr le chocolat, enfin vous avez toute une série de choses. Derrière, vous avez les modes de consommation, alors à la fois au nord et au sud. Alors l'empreinte forêt du commerce international est importante. On peut considérer que 70 à 90 peut être attribué sur la déforestation, peut être attribué à l'expansion agricole, hein. Donc la déforestation, c'est d'abord une question d'agriculture, c'est une question d'expansion agricole. Dans l'agriculture, on peut mettre effectivement l'élevage également et les plantations d'arbres. Et il faut bien comprendre que moins de la moitié de la déforestation est liée au commerce international, peut-être même moins. Certaines estimations, il y a des discussions sur les estimations. Ça varie entre plutôt 25 et 30%, disons, peut-être qui est lié au commerce international. Le reste de la déforestation, c'est vraiment lié à la consommation intérieure des pays, à la demande. Bon. Derrière, l'Union européenne a une empreinte forêt assez importante, hein, qui est considérée, là aussi les estimations varient, on est entre 200 000 hectares et 730 000 hectares par an qui peut être imputé à la consommation de l'Union européenne sur, disons, les 10 millions d'hectares perdus. Donc, je vais ensuite passer donc, la parole, je crois, à Mathieu sur la question de la France et donc l'Europe
et notamment la France en particulier, toute une série de pays commencent à se doter de stratégies ou de politiques pour lutter contre ce qu'on appelle la déforestation importée. Je crois que je laisse la parole à Mathieu à ce stade. Non. Oui, merci Alain et merci Emma. Donc, je me trouve actuellement d'ailleurs en République démocratique du Congo. Et une petite parenthèse qui intéressera certainement nos auditeurs, c'est que, outre essentiellement la production agricole qui est concentrée pour les besoins des populations congolaises, depuis 4 ou 5 ans, la République démocratique du Congo double annuellement sa production en fèves de cacao, donc à destination de l'exportation et des chocolateries européennes, françaises, belges. Et donc, le cacao dont on reparlera plus tard, qui provient donc essentiellement aujourd'hui de République de Côte d'Ivoire et du Ghana, et puis du Cameroun et puis de certains pays d'Amérique latine, nous proviendra également de République démocratique du Congo de manière assez conséquente dans les années à venir. Et donc sans doute peut-être Alain en fin de présentation, pourra peut-être expliquer les impacts particuliers de cette commodité. Alors, pour faire suite aux stratégies, à l'introduction d'Alain sur les différentes commodités, les sources, les causes de déforestation, donc un des pays pionniers dans la reconnaissance de son empreinte sur la déforestation importée de commodités agricoles venant des tropiques et la République française. Et donc la France, en novembre 2018, s'est engagée à travers une stratégie pionnière, qui est la première stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc s'est engagée à mettre un terme à la déforestation importée par les produits agricoles consommés en France d'ici à 2030. Donc cette stratégie nationale n'est pas légalement contraignante, ce qui signifie que c'est donc une déclaration d'intention de 4 ministères, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à produire des réflexions, accompagner les pays producteurs à travers son organe de coopération qui est l'Agence française de développement, pour permettre à ces pays une transition agroécologique, une transition écologique qui leur permettrait donc de poursuivre la production de ces denrées agricoles sans qu'elles ne causent plus de déforestation. Donc, cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation, qui est appelée communément SNDI, donc, est publique et elle mobilise les acteurs français les plus engagés dans le domaine, donc les organisations de la société civile, les ONG, mais également les associations professionnelles, les principaux traders de matières premières agricoles. Afin de, excusez-moi, il y a un peu de bruit derrière parce que j'ai des petits problèmes de stabilisation de courant. Donc, afin et donc ces acteurs engagés, donc OSC, ONG, associations professionnelles, traders, gouvernement, collège de la recherche, se réunissent au sein d'un comité de suivi qui produit des réflexions de mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc, avant de transmettre la parole à Alessandra, je conclurai sur cette stratégie par certains de ses engagements forts. Donc, le premier, outre cette déclaration d'intention que la France n'importe plus de produits issus de la déforestation d'ici à 2030. Donc, je rappellerai que que cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée intéresse les 6 principales sources de déforestation dans les tropiques, donc le soja, le bœuf et le coproduit, donc essentiellement pour pallier et tenter d'inverser les causes de la déforestation en Amazonie brésilienne, l'huile de palme, le caoutchouc, EVA, le cacao et donc le bois et ses produits dérivés. Donc, en termes d'engagement à l'étranger, la France a requis de son bras de coopération qui s'appelle l'Agence française de développement un engagement de 60 millions d'euros par an dans des projets qui visent à concourir à la gestion durable des forêts, à la protection des écosystèmes forestiers et à la conservation de la biodiversité.
Et donc, c'est ainsi que chaque année, nous nous engageons, donc nous, à travers l'AFD, à proposer aux pays producteurs, principaux pays producteurs donc de ces 6 commodités, donc bœuf, écrou, produits et soja essentiellement pour le Brésil, cacao, donc Côte d'Ivoire, Ghana, bois et produits dérivés, donc Afrique centrale et Amérique latine, et caoutchouc, Asie du Sud-Est, à accompagner les pays producteurs dans des projets qui viseraient à les accompagner dans leur transition écologique. Donc enfin, ce qu'il faut retenir, puisque je vous ai dit en introduction que cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée était légalement non contraignante, elle va contribuer à travers la présidence française de l'Union européenne en cours actuellement pour tout le premier semestre 2022, elle va contribuer à la réflexion sur la directive européenne de lutte contre la déforestation qui, elle, est actuellement mise en débat et qui sera légalement contraignante puisque ce sera un accord commercial avec les différents États et qui vise peu ou prou les mêmes objectifs, peut-être avec une ambition quelque peu moindre, mais voilà. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à Emma pour la suite du webinaire. Merci Mathieu et merci Alain pour ces éléments. On va du coup passer à la deuxième partie du webinaire qui est essayer d'analyser en fait les solutions qui existent. Donc on a déjà vu cette tentative avec la SNDI qui s'est fixée jusqu'à 2030. Alain, est-ce que vous pouvez nous parler justement d'autres organismes indépendants qui sont les certifications? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, savoir... il y a un peu une jungle des labels. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, disons que bon, c'est effectivement, puisque le thème de l'atelier, c'est du webinaire, c'est comment, à son niveau, est-ce qu'on peut contribuer à la lutte contre la déforestation. C'est vrai que donc les certifications vont être centrales pour un consommateur, pour quelqu'un qui achète comme guide d'achat. Mais je veux juste, avant cela, je veux dire qu'il y a bien, les certifications sont un des éléments parmi toute une série d'instruments, parmi une série d'outils qu'on peut mobiliser, qu'on doit mobiliser pour lutter contre la déforestation. Je dirais qu'il y a toute une série de réformes à faire dans les pays producteurs, dans les pays du Sud, que ce soit des réformes en termes de gouvernance, des réformes en termes de foncier, de reconnaissance des droits des communautés, que ce soit en termes de fiscalité et autres. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le thème du séminaire, mais il y a énormément de choses à faire, d'abord dans les pays producteurs, bien évidemment, et en termes de politique, en termes de politiques qui ont des impacts sur les forêts, l'ensemble des politiques publiques ont des impacts sur les forêts, leur cohérence. Après, il y a également toute une série de choses à faire dans les pays consommateurs. Enfin, quand je dis les pays consommateurs, c'est un petit peu réducteur parce que vous avez compris que les pays du Sud sont aussi des pays consommateurs, de plus en plus. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, consommateurs européens, consommateurs français, on peut, oui, en termes d'achat, disons, regarder un petit peu ce que proposent les certifications. Alors, les certifications, ce ne sont pas des outils parfaits, loin de là, mais il faut bien comprendre qu'il y a 2 types. Les certifications qui sont des certifications qu'on doit considérer, c'est ce qu'on appelle les certifications indépendantes par tierce partie. Vous avez beaucoup de labels qui sont des labels qui sont faits par les industriels eux-mêmes, où il y a de l'autolabellisation. Ce qui est important, c'est qu'on a des systèmes de certification qui fonctionnent de manière relativement transparente, avec des critères qui évoluent et des principes qui évoluent, et qui font appel à des auditeurs indépendants qui malheureusement souvent sont rémunérés et sont sélectionnés par les entreprises éventuellement qui doivent être les entreprises qui sont demandeuses de certification. C'est-à-dire qu'il y a un lien de dépendance qui est un des points faibles de la certification. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des certifications par produit et aujourd'hui, on en est encore. On pense aussi que la prochaine étape, ça sera aussi d'avoir des certifications par territoire. Mais c'est pas encore aujourd'hui, c'est un projet. Ce sont des projets qui commencent à se faire. Il y a des expériences pilotes, mais c'est pas encore le cas. Par produit, vous avez, disons que dans le domaine du bois, on a une certaine, notamment avec le FSC, avec le PEFC, on a un certain nombre de certifications effectivement indépendantes qui sont nées dans les années 90 et qui ont acquis une assez bonne expérience et qui évoluent. Hein. Les certifications, ça évolue, ça s'améliore. C'est-à-dire qu'effectivement, toute une série de critiques qui sont faites par les certifications peuvent être tout à fait valables, mais il faut bien comprendre que c'est un processus où les certifications essaient de s'améliorer pour améliorer la crédibilité. On a notamment le risque de déforestation. C'est quelque chose qui n'existait pas dans beaucoup de certifications, par exemple, comme le RSPO, qui est la certification, qui est un processus de certification pour l'huile de palme, comme Rainforest Alliance, UTZ pour le cacao ou pour d'autres commodités. Enfin,
il y a toute une série de certifications qui existent par commodité. Là, seulement certains labels sont effectivement mentionnés ici. Et ces certifications, depuis peu, elles incluent ce qu'on appelle des politiques zéro déforestation ou le risque de déforestation. Récemment, RSPO, depuis 2018, notamment, a adopté une approche qui s'appelle High Carbon Stock, ce qu'on pourra discuter, mais qui est une politique effectivement qui vise à déterminer, indépendamment de la légalité ou non de la déforestation, quels sont les endroits pour lesquels qu'on doit considérer comme étant des endroits critiques qu'on ne doit pas déboiser de toute manière, même si légalement on a le droit de le faire. C'est quelque chose à destination des entreprises. C'est une manière effectivement de donner de la crédibilité, de renforcer la force disons, des certifications. Rainforest Alliance, par exemple, a des politiques qui certifient notamment, entre autres, le cacao, mais aussi d'autres produits, eh bien, ont intégré récemment des politiques qui sont de prise en compte du risque de déforestation dans leur label. Alors, les difficultés qu'on a, je vois effectivement un commentaire qui dit est-ce que c'est pas du greenwashing, est-ce que c'est pas effectivement de la poudre aux yeux. Il y a toujours, ce sont des instruments qui ont des défauts, mais je dirais qu'on n'a pas grand-chose de mieux, notamment pour guider les consommateurs. Et tout le problème, c'est de faire en sorte que les certifications deviennent de plus en plus des éléments qui puissent être intégrés dans les politiques publiques. Et en étant intégrés dans les politiques publiques, les certifications effectivement indépendantes peuvent, de ce point de vue, il y a un moyen de gouverner les certifications, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de faire en sorte que si on accorde certains privilèges à des certifications, à des produits certifiés, par exemple en termes d'accès à certains marchés ou en termes de fiscalité, par exemple, eh bien, ça va inciter un gouvernement, des gouvernements, l'Union européenne peuvent dire si les certifications remplissent tel type de critères et si elles sont fiables, si on les évalue, si on les sélectionne et si on leur donne certains avantages, eh bien, ça, c'est une manière, d'une certaine manière, d'influer sur l'évolution de ces certifications et de faire en sorte de commencer à pouvoir que le public puisse avoir un œil sur l'évolution et l'efficacité de ces certifications. Il y a des difficultés. Les difficultés sont principalement de deux ordres. C'est l'exclusion des petits producteurs. Ça coûte cher de se certifier. Mais les standards de certification ont mis au point un certain nombre de choses qui peuvent être des certifications de groupe, que ça existe dans le domaine forestier, ça existe aussi maintenant dans le domaine agricole. C'est moins fiable, mais on progresse. Et puis, il y a ce dont on peut parler, c'est ces fameuses certifications territoriales qui sont aujourd'hui des projets pilotes, mais qui vont sortir dans quelques temps. Et puis, vous avez les moyens, par exemple, à travers la fiscalité, de faire en sorte de mutualiser les coûts de la certification, de faire en sorte que, par exemple, une partie de la fiscalité sur les produits soit affectée à un fonds qui permette à ce que les petits producteurs, notamment, puissent se certifier à frais zéro. C'est-à-dire que ce ne soit pas eux qui doivent payer le certificateur ou les systèmes de certification, mais que ce soit quelque chose qui soit mutualisé par des systèmes où tout le monde paye, mais seuls ceux qui se certifient bénéficient effectivement de cela. Il y a d'autres possibilités, mais qui sont des discussions internes aux certifications, c'est-à-dire comment faire en sorte que ce ne soit plus les gens qui demandent la certification, les entreprises ou les producteurs, qui sélectionnent leurs certificateurs, mais que ce soit quelque chose qui soit indépendant. Il y a des solutions, mais qui pour l'instant ne sont pas encore mises en œuvre, qui pourraient être effectivement l'affectation aléatoire d'un auditeur, par exemple, pour quelqu'un qui veut se faire certifier, pour un producteur. Il faut comprendre que les certifications, vous avez deux niveaux, vous avez des standards de certification qui sont des critères, des normes et des principes, et que ces standards accréditent ou font accréditer pour eux des auditeurs. Les auditeurs, ce sont des firmes privées qui vont effectivement sont accréditées par les standards, c'est-à-dire qu'elles maîtrisent le processus, et c'est elles qui vont être sélectionnées et qui vont se faire payer pour leurs services, effectivement. Tout le problème des certifications, c'est bien ce problème de risque de capture des auditeurs. De ce point de vue, il y a des travaux qui sont faits, il y a des discussions qu'on peut avoir avec le FSC et autres sur la manière dont on pourrait augmenter l'indépendance des auditeurs, et ça peut être un critère justement d'évolution et de dialogue avec les autorités publiques, c'est comment faire en sorte de renforcer la crédibilité des certifications à travers le renforcement de l'indépendance des auditeurs. Merci Alain. On va rentrer un peu plus dans le détail de deux types de produits et on va laisser la parole à Alessandra. Alessandra, je vous laisse rentrer plus dans le concret sur les produits bois notamment. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je vais juste commencer par quelques mots aussi sur l'association que je représente, donc le commerce du bois. Je ne pense pas que ça soit mondialement connu, donc je voulais juste mettre quelques mots. Ça permet aussi de placer le discours dans son contexte. Donc le commerce du bois, en fait, c'est une association qui regroupe trois catégories de familles professionnelles, donc les importateurs de produits bois, les transformateurs, donc ceux qui sont les raboteurs, et les négociants qui sont les distributeurs. Et on cible le marché de la construction. La fédération, l'association est née en 2001
du rapprochement de ces 3 familles qui se sont rapprochées, en fait, pour se donner un projet commun et ambitieux de gestion, de promotion du produit bois, évidemment, mais aussi de la bonne gestion des forêts. Donc voilà, et elles ont créé en 2005 une charte justement sur l'achat et la vente de produits responsables bois. Et en ce moment, on est d'ailleurs en train de refondre notre charte et on se fait aider par un cabinet et on l'a présenté voilà, à plusieurs ONG. Donc voilà, pour replacer un peu le contexte. Et pourquoi on promeut l'usage du bois dans la construction? Parce que déjà, lors de son application, c'est un matériau qui est éco-responsable. C'est un matériau à faible impact, c'est un matériau léger, qui isole bien, c'est un matériau qui peut être durable dans le temps, si on le prescrit bien, évidemment. Il y a des essences qui sont durables naturellement, donc qui n'ont pas besoin de produits de conservation. C'est un matériau qui est recyclable et c'est également un matériau qui est carbonivore, c'est-à-dire que lors de sa durée dans le temps, il stocke du carbone, mais aussi la forêt en elle-même, donc la ressource, stocke du carbone. Donc, c'est un matériau qui a tous ses avantages environnementaux. Quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Donc, dans sa mise en œuvre, il y a plein d'avantages environnementaux, mais il faut faire aussi attention à sa ressource, d'où il vient. Donc, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, toutes les questions de déforestation et de dégradation, surtout pour le produit bois. Donc voilà, donc là, je vais dire quelque chose qui parfois émeut un peu les gens. En fait, utiliser les matériaux bois, c'est déjà dans la ressource lutter contre la déforestation, parce que c'est donner de la valeur aux forêts. Alain et Mathieu ont commencé à le dire. On voit bien que les causes de la déforestation, c'est plutôt la conversion des forêts pour de l'agriculture, pour le bœuf. Donc voilà, donc vraiment utiliser des matériaux en bois, c'est lutter contre la déforestation parce qu'en fait, on donne de la valeur aux forêts. On participe à contribuer au développement des pays producteurs et évidemment, en utilisant le bois dans la construction, on évite de remplacer par d'autres matériaux qui ont une empreinte écologique plus importante comme le béton, l'aluminium. Voilà vraiment le contexte d'utiliser le bois et limiter la déforestation. Voilà. Emma, je te laisse passer à la slide suivante. Donc, c'est une filière qui est assez mature sur ces questions de dégradation, déforestation. Ça a été une filière qui a été poussée déjà très tôt par la société civile, voilà, qui s'est émise, on a compris très vite qu'on devait protéger les forêts pour lutter contre la déforestation. Donc, il y a eu pas mal de réponses institutionnelles, notamment la création de ce grand sommet de la Terre, avec en 92 le sommet de Rio, qui a mis en place justement déjà cette prise de conscience qui avait lieu depuis les années 70 en disant que les ressources sont épuisables, les ressources naturelles sont épuisables, donc on doit mettre des mécanismes pour les préserver. En 92, il y a le sommet de Rio avec la création de processus de gestion durable des ressources naturelles et notamment pour la forêt, la création du principe de gestion durable des forêts qui permet d'utiliser le matériau bois tout en s'assurant qu'il y a que les forêts sont protégées, qu'il y a un équilibre économique pour le développement des pays, évidemment, qu'il y a aussi un équilibre social, c'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'il y a des réglementations pour aider les populations qui sont dépendantes de ces écosystèmes, les forêts, et évidemment un équilibre avec l'environnement et le respect de la renouvelabilité de la ressource, mais aussi de tous les écosystèmes qui sont dans les forêts, comme les animaux, la faune, la flore. Donc voilà un peu le contexte international avec ce réveil de la société civile et tout ce réveil aussi institutionnel pour donner des cadres pour se développer, mais d'une façon responsable. En 94 et 99, on a la création de processus privés et volontaires qui sont les certifications forestières de gestion durable. Donc Alain les a présentés pour la forêt, c'est FSC et PEFC, donc en 94 et 99.
les commentaires, ils ne voient plus l'écran, pardon. Il y a aussi une réponse d'un point de vue réglementaire de l'Union européenne, avec en 2003 un plan d'action FLECT. Donc, c'est une réponse de l'Union européenne pour lutter contre le commerce illégal dont souffrait le bois et qui était la cause principale plutôt de dégradation des forêts. Donc, il y a eu tout un mécanisme FLECT de l'Union européenne pour créer des partenariats avec les pays producteurs et mettre des réglementations forestières qui permettent justement cette gestion durable des forêts et la lutte contre le commerce illégal. En 2013, il y a un règlement qui a été mis en place par l'Union européenne. Donc, c'est dans ce cadre aussi de la continuité de ce plan d'action de l'Union européenne qui, lui, vise plutôt à mettre des obligations sur les importateurs, donc les opérateurs qui importent du bois hors de l'Union européenne. Et donc, ils ont une obligation, depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, de ne pas mettre sur le marché européen des bois qui sont issus d'un commerce illégal. Voilà. Et là, on a un nouveau contexte, on va dire, réglementaire, comme vous l'avez expliqué Alain et Mathieu, qui est cette SNDI qui est apparue en 2018. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de l'Union européenne de limiter au maximum la déforestation importée. Donc, cette fois-ci, qui inclut d'autres commodités que le bois, vu que, je le rappelle, le bois n'est pas la cause première de la déforestation et n'est même pas la cause directe de la déforestation. Donc, avec toutes ces autres commodités agricoles, on a aussi inclus le bois, parce que par essence, il y avait eu un gros effort qui a été fait de réglementation sur le bois. Donc, on l'a quand même inclus. Et en plus, c'est un produit qui peut provenir de bassins tropicaux qui sont vraiment touchés par la déforestation. Donc, il y avait aussi un besoin de l'inclure. Donc, il y a cette SNDI qui a été mise en place, donc la stratégie française de lutte contre la déforestation. Et en 2021, donc en novembre dernier, il y a eu une présentation par la Commission européenne d'un règlement de l'UE, cette fois-ci, qui serait zéro déforestation et zéro dégradation des forêts. Et donc là, qui serait un prolongement en fait de cette réglementation du bois et qui inclurait d'autres commodités qui sont les causes de la déforestation. Donc voilà, donc en fait, on a deux grands outils, deux catégories d'outils dans la filière bois. Il y a ces outils qui sont plutôt institutionnels, qui réglementent plutôt la profession, et ces outils d'ordre privé et volontaire que sont les certifications de gestion durable des forêts et qui sont là vraiment un outil et une arme dans la main des citoyens pour faire le bon choix lorsqu'on achète des matériaux. Voilà, donc ces certifications sont des certifications volontaires. Elles sont clairement ancrées, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris l'historique, dans ce concept de développement durable. Ça a été clairement des réponses aussi au sommet de Rio. C'est un système qui permet l'exploitation des forêts tout en assurant sa gestion durable. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un équilibre entre l'économie, entre l'environnement et entre le social. Ce sont des outils qui ont été mis en place pour guider le marché. Donc là, on est clairement dans le vif du sujet, donc qui permet de guider le marché et d'être sûr qu'on respecte les ressources naturelles, les ressources économiques des pays, qu'on aide au développement et évidemment il y a tout un référence de préservation des populations qui sont dépendantes de ces écosystèmes. C'est des outils qui ont été reconnus aussi par le guide des achats publics qui a été mis en place dans le cadre de la SNDI, pour guider justement le consommateur. Pour refaire un petit point sur la certification forestière, en fait, il y a cet outil est en fait audité 2 fois. Il y a un audit qui est fait dans les concessions forestières pour qu'elles aient une certification Forest Management, en fait une certification forestière. Elles doivent répondre à plein de principes qui soient évidemment environnementaux. Donc, par exemple, c'est couper un arbre par hectare avec une rotation tous les 20 ans pour garantir justement
la renouvelabilité de l'espèce, de lutter, de mettre en place des pratiques qui luttent contre le braconnage. Donc ça, c'est l'environnement. Pour le social, il doit y avoir un accès aux populations qui sont dans les écosystèmes et qui en dépendent de ressources, par exemple médicales, accès à l'éducation. Voilà, et évidemment, ça doit être viable économiquement pour les pays. Donc voilà, vraiment, et il y a aussi la certification de la chain of custody, donc en fait, qui sont tous les maillons après les opérateurs forestiers sont audités pour être sûr qu'il y a bien tout un tas de référentiels et tout est bien respecté pour que lorsque ça va jusqu'au consommateur, tout le référentiel FSCP, EFC soit garanti. Merci Alessandra pour l'analyse poussée sur les produits bois. Je vais laisser la parole à Mathieu qui va présenter une autre catégorie, les produits agricoles. Oui, voilà, merci Emma. Donc, loin du bois, finalement, donc sur le bois, je dirais, c'est là où il y a le moins d'inquiétude, dans le sens où c'est là où les systèmes de certification qui vous ont été cités tout à l'heure, donc en premier rang desquels le FSC, Forest Stewardship Council, puis le PEFC, Pan Endorsement Forest Certification, sont les plus avancés dans le système de traçabilité, dans la création d'un mécanisme de partage des bénéfices entre les populations et les productions. Et donc, on a plus de soucis à se faire finalement sur les trois commodités que vous avez donc devant vous, à savoir les principaux moteurs de déforestation dans le monde tropical et le principal impact de la consommation française sur les forêts tropicales. Donc, dans l'ordre, le soja, puis l'huile de palme, puis le cacao, puis l'huile de palme. Donc, sur le soja, c'est relativement simple. La plus grande source de consommation française est sous forme de tourteau. Donc, le tourteau, pardon si vous le savez, mais je me permets, vu qu'on est en webinaire, de le dire. Donc, c'est le produit dérivé du soja qui est utilisé en alimentation animale. Et donc, qui est donné comme aliment ou complément alimentaire à notre bétail en France. Donc, l'essentiel, donc 70% de ces tourteaux de soja viennent du Brésil. Et donc 70% des tourteaux de soja consommés en France pour l'agriculture viennent du Brésil. Et donc, ensuite, les graines de soja pour l'alimentation humaine, etc., l'oléochimie, là, c'est 30% de ces graines qui viennent du Brésil. Et donc, vous avez tous en tête ces photochocs qui existent, qui sont une véritable, qui sont une réalité. Et finalement, une certaine technicité pour le consommateur lambda de pouvoir lui-même discriminer ce qui est du soja entre guillemets qui est pas forcément qui est pas forcément issu de la déforestation et du soja qui est issu de la déforestation. Alors pour cette communauté particulière, contrairement à celle du bois où le recours à la certification est une excellente solution. Donc là, bien sûr, il y a quelques systèmes de certification. Donc le RTRS, on vous a mis les sigles en bas, IBA et Proterra qui existent. Mais je pense que pour cette commodité en particulier, le devoir donc, des gouvernements est fondamental puisque finalement, les systèmes de certification qui aujourd'hui existent doivent être appuyés pour pouvoir, donc pour le soja, doivent être appuyés pour pouvoir s'améliorer quelque peu. Et surtout, voilà, et surtout la technicité, enfin le niveau de compréhension qu'il faut pour comprendre la filière, c'est-à-dire la différence entre l'approche par le risque ou la balance massique, c'est-à-dire éviter ségréger ou non le soja qui est issu de la déforestation ou pas, me semble un domaine trop technique. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'institutionnalisation des certifications, la mise en place d'éléments contraignants au niveau des gouvernements, les négociations gouvernementales. Je vois que ça s'excite beaucoup sur le chat, donc je vais laisser Emma après prendre le lead sur les réponses de questions-réponses. Donc voilà, pour le soja, effectivement, je pense que les démarches nationales et étatiques et les négociations politiques sont fondamentales pour aider justement le consommateur à y voir plus clair sur le produit qu'il consomme. Bon, pour l'huile de palme,
60% de la production mondiale d'huile de palme est consommée en Europe. En France, qui est un consommateur important également. Donc, 70% de l'huile de palme que nous consommons en France, nous le consommons à travers les carburants, les biocarburants, puis 17% pour l'agroalimentaire et 13% pour la chimie. Alors, juste un tout petit, je me permets juste de revenir un tout petit peu sur les tropiques. Donc, il faut savoir que l'huile de palme, c'est le tiers de l'huile consommée dans le monde, qui est une huile qui est propice à la consommation humaine, très propice, et c'est la base de la cuisson dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc, si vous voulez, l'huile de palme, c'est avant tout l'un des principaux produits alimentaires utilisés sous les tropiques, également en Asie du Sud-Est, quoi. Donc, avant d'être du Ferrero Rocher ou du Nutella. Et donc là, sur l'huile de palme, bon, finalement, il y a les superficies existantes tendent à couvrir le marché. Il y a donc le RSPO, qui est un schéma de certification qui est extrêmement avancé et qui est un des seuls à prendre véritablement en compte les forêts à haut stock de carbone, donc en fait à vraiment prendre en compte la déforestation, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ayant été noté que la filière bois n'impacte pas, n'a pas vraiment d'incidence sur la déforestation, même si elle ouvre des voies à celle-ci. Et donc voilà, si pour un produit certifié, vous avez quand même de bonnes chances de croire que voilà, il est issu de palmeraies, voilà, de palmeraies gérées de manière responsable. Et enfin pour le cacao, donc deuxième source de la déforestation importée dans notre consommation française. Donc la moitié du cacao aujourd'hui nous vient de Côte d'Ivoire, puis 29% du Ghana et le reste de pays d'Amérique latine. Voilà, le cacao, tout comme le bois, a des référentiels de certification privée qui sont performants. Un quart de la production mondiale de cacao est certifié. Seulement, le cacao, il est produit par des populations. Donc, il y a davantage, donc il y a bien sûr le drame l'évolution de la forêt ivoirienne qui aujourd'hui ne représente plus que 11% de ce qu'elle constituait il y a 50 ans. Donc, 89% de la forêt a été convertie en cacaoyère. Et en parallèle, peut-être une équité sociale à suivre de près. Et donc, dans ce cadre-là, en novembre 2021, sous l'impulsion du ministère de la Transition écologique, un certain nombre de syndicats de chocolatiers, de traders de matières premières ont signé une charte en France qui s'appelle l'Initiative française pour un cacao durable, qui les engage à regarder de plus près le cacao qu'ils achètent, c'est-à-dire à s'engager à respecter les conventions fondamentales du Bureau international du travail. Donc c'est essentiellement l'absence de travail forcé, interdiction de travail des enfants. Donc bon, ça vous semble complètement basique, mais il y a certains sujets sur le cacao et donc cette initiative française pour un cacao durable arrive relativement tardivement par rapport à un engagement sur dans d'autres pays européens. Qui est une génération d'Amsterdam en 2015. Et donc, on espère que à travers cette initiative, on puisse convaincre les chocolatiers et que eux soient convaincus d'aller de l'avant, etc. Et donc, on vous a mis en bas donc le Fair Trade, le commerce équitable, donc et One First Alliance. Voilà. Donc, vous pouvez passer à la stade suivante, puis je vais conclure. Voilà. Enfin, puisque ce qui concerne principalement mon expertise, c'est l'accompagnement des pays producteurs qui déforestent pour notre propre consommation. Donc, tout à l'heure, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est que la France s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Cette stratégie engage la France dans les États étrangers à appuyer les États producteurs à hauteur de 60 millions d'euros par an. Et donc, finalement, il n'y a pas de recette miracle pour lutter contre la déforestation. Il faut d'abord
il faut d'abord appuyer les gouvernements dans leur gouvernance de leurs ressources naturelles, dans la compréhension qu'ils ont de leur capital naturel et de la meilleure manière de l'exploiter. Et pour cela, comme le sous-entendait Alain, enfin comme le préconisait Alain, voilà, les approches territoriales qui existent dans certains endroits en France doivent être développées de plus en plus, donc des approches juridictionnelles, des approches territoriales, donc sous les tropiques, pour garantir que le maintien du couvert forestier permette aussi aux populations d'améliorer leurs conditions de vie et que les marchés internationaux soient maintenus d'une manière ou d'une autre, quitte à ce qu'il y ait peut-être sur certaines commodités une petite décroissance de production dans certains endroits et une intensification durable là où c'est possible dans d'autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc la France favorise des politiques d'utilisation de terres résilientes donc dans certains pays tropicaux où nous appuyons donc les gouvernements à mettre en place un nouveau mode de faire. Et donc, quelque chose qui est extrêmement technique, dont Alain est un professionnel, il le dirait sans doute mieux que moi, mais chaque pays, finalement, il y a une définition internationale des forêts, qui est la définition de la FAO, donc de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais cette définition internationale peut être interprétée par les pays. Donc, si vous voulez, le CIRAD a conduit une étude qui a montré qu'il y avait plus de 80 définitions de forêts différentes. Donc, chaque pays a sa propre définition des forêts. Et donc, si par exemple, vous situez la définition d'une forêt, c'est-à-dire que si un pays dit qu'une forêt, pour qu'elle soit forêt, doit couvrir, par exemple, une gigantesque superficie de terre et être extrêmement fermée, à ce moment-là, la déforestation sera qualifiée très vite. Alors que si un État se dit que, et inversement, si un État considère qu'une forêt, c'est seulement un arbre un arbre tous les 50 mètres et qu'il suffit juste que l'arbre couvre 10% du sol en couverture ombragée, alors à ce moment-là, vous pouvez dégrader l'intégralité du patrimoine forestier d'un pays, puisque de toute façon, dans ces chiffres nationaux et dans ces statistiques, le couvert forestier sera maintenu. Donc bon, c'est peut-être un peu technique, je me suis peut-être un peu mal exprimé, mais c'est une priorité, je pense, c'est de contextualiser la définition de la FAO avec une vision quelque peu responsable de la forêt pour garantir que chaque pays s'engage à protéger son couvert forestier. Voilà. Je m'arrête ici. Merci. Bon, au lieu de conclure, je vous propose de passer aux questions parce qu'il y en a un certain nombre et on ne va pas pouvoir toutes les aborder. Par contre, il y aura un replay de ce webinaire sur YouTube la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Du coup, on reprendra la liste des questions que nous n'avons pas pu traiter et on les mettra en commentaire. Je vous lis les questions qui ont été posées et ceux qui veulent répondre le font sur la valeur aux forêts, si on développe les coupes sauvages. Sur les labels FSC, ça tourne beaucoup autour de ces questions-là. Je peux peut-être répondre parce que c'est vrai que peut-être je me suis mal exprimée lors de la présentation. En fait, effectivement, utiliser du bois, c'est donner de la valeur aux forêts. Quand on dit ça, il faut se dire, mais d'où vient mon bois et qu'est-ce qui existe? Il faut être sûr que le bois que j'achète ne dégrade pas la forêt. Il y a les mécanismes de la certification qui sont vraiment des mécanismes volontaires qui sont très élevés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je refais un peu ma présentation, mais en 2 minutes pour vraiment remettre des choses en tête. C'est que la certification de gestion forestière des forêts ont des grands principes qu'elles doivent répondre, comme évidemment le respect des lois, donc les lois des pays, qui sont les pays producteurs, qui ont eux-mêmes des plans d'aménagement, tout ça, le droit des travailleurs et les conditions d'emploi, les relations avec les communautés, les avantages de la forêt. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de principes et qui coûtent très cher aux opérateurs forestiers parce qu'ils doivent être sûrs que
quand ils veulent faire certifier leur forêt. Par exemple, là, un forestier, on va dire, par exemple, du Gabon veut faire certifier sa forêt, certification durable. Il va falloir qu'il réponde à des grands principes qui sont évidemment respecter les lois, donc ça, c'est le b.a.-ba, mais aussi voilà, garantir l'accès à des soins pour les populations qui vivent dans ces communes, dans cet espace forestier, lutter contre le braconnage, donc être sûr d'avoir une garde qui lutte contre le braconnage. Donc il y avait vraiment tout un de choses qui sont énormes et qui coûtent de l'argent. Une certification, se faire certifier, ça coûte très 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 cher en fait, et ça il faut le comprendre. Et il y a aussi les certifications de chain of custody, comme j'ai rappelé, qui sont pour la chaîne de valeur du bois, à plein d'acteurs, en fait, quand on rentre dans cette chaîne de valeur. Il y a évidemment l'opérateur forestier, mais il y a aussi celui qui va transformer, celui qui va transporter et celui qui va retransformer une fois en France. Donc, il y a tout un lien qui permet de bloquer et être sûr que les lois sont respectées, que des conditions sociales sont respectées et évidemment que tout ça est mis en forme grâce à cette certification Chain of Custody. Donc ça aussi, c'est un coût. Donc c'est pour ça que nous, notre association, c'est vraiment de promouvoir l'usage des bois qui sont certifiés parce que c'est énorme, tout ce qui a été mis en place pour que ça vienne jusqu'au consommateur final. Que acheter ces produits-là, c'est donner de la valeur aux forêts parce qu'en fait, on ne protège pas simplement, il n'y a pas que le côté lutter contre la déforestation et la dégradation, il y a vraiment aussi donner, voilà, il y a tout ce référentiel social. Donc, il y a vraiment un enjeu et il y a vraiment, c'est bien de pousser que la société civile voilà, se réveille et c'est le but de se faire challenger. Il faut absolument que les certifications, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, comme l'a rappelé Alain, elles sont en amélioration continue. Il faut à chaque fois faire attention. Il y a tout un grand mécanisme. C'est énorme tout ce qui se passe dans la certification. Mais il faut aussi qu'il y ait un marché et que les gens se rendent compte de ça, que acheter des produits, au contraire, c'est donner de la valeur. Parce que s'il n'y a pas ça, en fait, les pays producteurs qui veulent se développer, bon, je vais faire un raccourci avec un exemple. Par exemple, on a parlé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a rasé sa forêt pour mettre du cacao parce qu'il n'y avait pas de valeur et parce qu'on s'est dit, évidemment, les pays veulent se développer économiquement. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, il y a vraiment tout un truc où il faut arrêter d'avoir un esprit peut-être fermé, il faut prendre le problème environnemental dans toute sa continuité. Il y a le bois, comment je l'utilise, mais il y a aussi d'où il vient et évidemment de ne pas être dans une approche qui serait de s'isoler, de se dire si c'est un bois qui est importé, forcément il déforeste. Alors qu'on voit bien que en fait, c'est aussi créer des liens avec les pays producteurs et donner de la valeur à cet écosystème pour qu'il puisse aussi se développer. Enfin, on ne va pas dire à un pays d'arrêter de se développer économiquement. Donc, voilà, j'espère que ça répond. Peut-être que Alain et Mathieu veulent compléter. Je peux dire deux ou trois choses que je vois, les débats dans le chat. Il y a un débat autour de la valeur. Il y a certaines personnes disent, mais est-ce que donner de la valeur finalement forte aux forêts et aux arbres, est-ce que c'est pas encourager les gens à se jeter dessus et pour surexploiter? Oui, c'est le paradoxe de la valeur. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexandra sur le fait que une exploitation bien faite, bien gérée, ça contribue à une mise en valeur forestière durable de la forêt et donc ça incite les pays à donner de l'importance à leur forêt, à les gérer, à mettre en place des mesures de contrôle et de protection. Disons que la valeur, c'est ambivalent, c'est-à-dire que oui, d'un côté, ça attire des convoitises, donc on peut dire que ça va attirer la surexploitation et ça arrive dans beaucoup de cas, avec les mines notamment, c'est très clair. Mais en ce qui concerne les forêts, qui est une ressource renouvelable, c'est-à-dire le fait d'avoir de la valeur, de leur donner de la valeur, ça suppose que derrière, il y ait des politiques avec de la gestion, et avec une gestion effectivement qui soit rigoureuse, qui permettra de faire en sorte que le fait de donner de la valeur va inciter les pays à mettre en place des politiques d'aménagement du territoire, des mesures de contrôle, des mesures de régénération, de reboisement. Et comme justement on a la chance que ce soit une ressource renouvelable, eh bien ça va permettre de ce point de vue de développer des surfaces forestières. Donc la valeur
est une condition, c'est ambivalent, mais c'est une condition nécessaire, à condition que derrière, il y ait véritablement des politiques, des mesures de gestion, effectivement, pour cela. Pareil pour la construction en bois. La construction en bois, ce que j'ai vu un peu, il y a une discussion là-dessus, c'est oui, si vous construisez en béton, alors là, votre bilan carbone est catastrophique parce que le béton, disons, outre que ça épuise un certain nombre de ressources comme le sable, etc., ce qui pose des problèmes écologiques absolument monstrueux, la production de béton ou d'acier et d'aluminium pose énormément de problèmes en termes de CO2. Quand vous mettez une charpente, ça dure à peu près en moyenne un peu plus d'un siècle. Donc, vous stockez du CO2, des arbres, vous le mettez dans la charpente. Donc, effectivement, la construction en bois est une manière de continuer à stocker du carbone et donc c'est vraiment fondamental. Alors, est-ce que si tout le monde construit en bois, disons, ça va poser un problème? Oui, peut-être, mais disons, je dirais qu'il y a beaucoup d'endroits, il faut diversifier les matériaux et on a encore de la marge avant que tout le monde construise en bois. Effectivement, je crois qu'il faut, de ce point de vue, on a tout intérêt à renforcer la construction en bois parce que précisément à cause du fait que ça donne de la valeur aux forêts et que ça stocke du carbone pendant très longtemps et que ça évite d'utiliser du béton qui pose des problèmes en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation de certaines matières comme le sable qui sont très, très problématiques. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 12h32. Est-ce que vous avez un dernier mot, Mathieu, Alessandra ou Alain, pour nos auditeurs? Et sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent, c'est juste de savoir que les consommateurs ont des armes dans les mains et qu'il faut éviter les contresens environnementaux. Ça, je vois les trucs de chat. C'est sûr que de faire un webinaire en 30 minutes, c'était vraiment une prouesse là-dessus. Il faut s'intéresser aux questions. Il y a des ONG qui s'intéressent au sujet. Il y a des fédérations professionnelles. On est tout à fait ouvert pour répondre aux questions et je pense qu'on répondra point par point à toutes les questions qui sont posées. Mais en tout cas, c'est très intéressant toujours d'être testé et de voir les positions qui sont que tout le monde se pose. Voilà, parce que nous, c'est vrai que quand on est dans notre habitude toujours, on ne se rend pas compte, on rentre dans la technicité et il y a encore des choses. Là, je voyais qu'on soit tout bois, évidemment, c'est pas du tout ce que je disais. Donc voilà, il y aura peut-être des subtilités, mais en tout cas de comprendre que le consommateur a aussi un pouvoir entre les mains et c'est ça aussi qui a permis de faire évoluer les normes et tout ce qui se crée et aussi la certification. C'est pour ça qu'elle est en train encore d'évoluer. Mais en tout cas, il faut vraiment s'y intéresser parce que c'est fou tout ce qu'il y a là-dedans et tout ce qu'on peut faire, nous aussi, en tant que consommateurs, pour conserver l'écosystème forêt. Voilà. Je suis d'accord. Et il faudrait sûrement plus qu'1 heure pour répondre à toutes ces questions. Malheureusement, le temps nous était compté. Un grand merci du coup aux intervenants Alain Carcetti, Alessandra Negri et Mathieu Auger-Sparsenberg pour votre intervention et pour votre temps. Et merci à tous les auditeurs. Et encore une fois, joyeux mois de la forêt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. merci à tous. Allez, bonne Au journée. revoir.